Que je viens au festival, merci de m'avoir invité, c'est vraiment très, très chouette, je ne connaissais pas, c'est vraiment très très intéressant. On ne va pas être tellement sur les planètes ou les étoiles maintenant, on va rester sur Terre. Et, oui, oui, 1h30, question comprise, oui, j'ai noté j'ai noté le temps. Voilà, donc je vais essayer de parler un petit peu des gaz à effet de serre, des pôles, en fait, il y aurait énormément de choses à dire, et donc pour cibler un petit peu le sujet, je vais me restreindre à des choses qu'on a un petit peu entendues dans les médias, des choses qui peuvent donner lieu à des inquiétudes, et sur le permafrost, des choses comme ça. Et je vais essayer de vous montrer qu'il y a effectivement des drames qui se jouent dans les régions polaires, mais que quand on parle parfois de bombes climatiques, c'est un petit peu galvaudé comme terme. Voilà, je vais essayer d'élaborer tout ça. Et comme en plus je travaille à l'Institut polaire français de manière temporaire, je vais en profiter pour vous montrer quelques photos des installations polaires françaises, parce que ça participe aussi au monde de l'astronomie et des sciences de la Terre. Voilà. Donc pour commencer, un petit peu de météo polaire, on va commencer par le pôle sud. Je ne vais pas passer beaucoup de temps au pôle sud dans l'ensemble, mais on peut quand même noter la vague de chaleur terrible qui a eu lieu en mars cette année. C'était pas chez nous, c'était sur l'Antarctique Est, et ça a touché en plein sur la Terre Adélie où on est installé là, nous les Français. Et on a eu un pic de chaleur à moins 11,5 degrés. Alors ça a l'air sympa vu d'ici où on est à 38 l'après-midi, mais moins 11,5 là-bas, c'est une anomalie de température de plus 39 degrés par rapport à la moyenne de saison. C'est donc non seulement un record de température locale, mais c'est aussi le record mondial jamais constaté d'anomalie de température par rapport aux normes de saisonnières. Voilà, donc en fait, ça a été lié avec une grosse, on appelle ça une rivière atmosphérique, à tel point ça ramène de l'humidité, et d'énormes précipitations sur les glaciers, et on a perdu la plateforme glaciaire de 2 immenses glaciers en Antarctique de l'Est qui sont détachés, qui sont partis dans l'océan circumpolaire, l'océan austral. Voilà, donc ça c'était la première nouvelle, et puis après on va passer un peu au pôle Nord. Et là c'est moins d'actualité. C'était au printemps 2020, il y a eu aussi une des dernières vagues de chaleur les plus terribles, où les Russes se sont retrouvés avec des anomalies de plus 8 degrés par rapport à leur saison, à leur normale saisonnière. Et là on est vraiment très au nord aussi, au nord du cercle polaire. Et on dépasse largement les moyennes de saison, ce qui a des impacts énormes, évidemment. Là, on a un sol normalement qui est gelé. Les maisons sont construites sur des sols gelés. On a le problème en France par endroits, on a l'argile qui gonfle et qui sèche. Bah là, quand le sol gèle et dégèle, c'est tout le bâtiment qui peut s'effondrer assez facilement. Voilà. Et tout ça, est-ce que ça a un impact sur les écosystèmes? Est-ce que ça a un impact sur nous, en fait? Parce que c'est nous qui avons un impact là-dessus, avec nos émissions. Là, c'est un petit peu un petit schéma pour aller assez rapidement. Donc le climat régional qui se réchauffe plus rapidement que chez nous, le climat polaire se réchauffe plus rapidement que chez nous, dans l'hémisphère nord. Il a une influence sur les écosystèmes régionaux, la taïga, c'est-à-dire la forêt boréale, la toundra, c'est-à-dire tous ces plaines avec des végétations basses, les zones humides, les marécages de Sibérie ou du Canada. Tous ces écosystèmes sont affectés, ils sont plus chauds, ils ont des régimes hydriques qui changent, ils ont plus de sécheresse, ça déclenche plus d'incendies, le permafrost se dégrade, et ça émet des gaz, ça émet plein de choses en fait, mais ça émet y compris des gaz à effet de serre à longue durée de vie, comme le CO2 et le méthane, qui se mélangent avec nos émissions à nous, les émissions humaines, et qui influent à leur tour le climat global. Ce qu'on appelle une rétroaction positive en jargon scientifique, même si finalement c'est pas si positif que ça. Et donc moi j'ai commencé à m'intéresser à ça pendant ma thèse, qui ça remonte un petit peu maintenant, mais voilà, donc j'ai fait beaucoup de mesures en Sibérie, principalement en avion, pour essayer d'échantillonner les gaz à effet de serre, les polluants, les particules, les feux de forêt, toutes ces émissions qu'on retrouvait. Donc c'était, je pense que on brise à peu près toutes les normes de sécurité au travail quand on travaille en avion avec des scientifiques en Russie. Je suis assis sur des caisses de bouteilles à 200 bars qui sont même pas attachées. Enfin bref, c'est une bouteille de bière, là, on ne devrait pas boire au travail. C'est un environnement de travail très stimulant, très, très chouette. On a parcouru des milliers de kilomètres pour essayer de comprendre un peu tout ça. Ma présentation va être basée en partie sur des choses qui sortent de ces mesures, en partie sur des travaux de collègues internationaux. Je vais être obligé de vous embêter un petit peu avec des aspects un peu, on va dire, pédagogiques sur le CO2 et le méthane, qui sont les deux gaz à effet de serre qui vont m'intéresser le plus aujourd'hui, surtout le méthane d'ailleurs. Je vais commencer par le CO2 du coup.
Donc c'est le principal gaz à effet de serre d'origine humaine. Le principal gaz à effet de serre naturel, c'est la vapeur d'eau. Mais elle a un cycle rapide dans l'atmosphère. Le CO2, lui, par contre, il reste. Quand on l'émet, il reste des décennies, il reste 100 ans dans l'atmosphère. On sait qu'il a un fort cycle saisonnier. De l'été, il y a la photosynthèse et la respiration, mais beaucoup de photosynthèse au niveau de la végétation mondiale. Et puis l'hiver, c'est la respiration qui rejette tout ce CO2 dans l'atmosphère. Mais les flux d'origine humaine, finalement, là on voit des petits zigzags, je ne sais pas si vous les distinguez, c'est la biosphère qui respire l'été et l'hiver. Et la grosse tendance lourde, c'est nos émissions à nous de combustibles fossiles principalement, c'est aussi les cimenteries, changement d'usage des sols. On est passé à 415 ppm de CO2 dans l'atmosphère. Quand on a passé le 400 ppm, c'était un petit seuil symbolique très désagréable, contre 277 avant l'ère industrielle. Je vais vous montrer comment on a appris ça. Alors pour les spécialistes, un ppm, en fait, c'est une partie par million. C'est un peu un abus de langage, c'est une micromole par mole d'air, voilà, d'une espèce donnée. Et je m'excuse d'avance, il y a un peu de jargon aussi de quantité, donc les mégatonnes, les pétagrammes et tout ça. Je vous les rappelle là, il y aura un quiz à la fin. Donc une mégatonne, c'est 1 million de tonnes, c'est un téragramme. La gigatonne, c'est 1 milliard de tonnes, c'est un pétagramme. Retenez bien ça pour me dire après si je me suis trompé dans les ordres de grandeur. Le CO2, en fait, c'est une longue histoire. Ça fait assez longtemps qu'on a compris que ça avait un impact sur le climat. C'est Joseph Fourier qui a commencé à spéculer que l'atmosphère de la Terre fait qu'en fait, elle a une température moyenne plus chaude que ce qu'elle devrait avoir vu sa distance au Soleil. Et ce spécialiste suédois, Svante Arrhenius, c'est lui qui a le premier calculé qu'est-ce qui se passe si on double le CO2 sur Terre. Ce qu'on appelle la sensibilité climatique, qui a été un petit peu la base de certains travaux du GIEC. Et donc il avait calculé, avec les outils de l'époque, fin du 19e siècle, qu'en multipliant le CO2 sur Terre, on irait à une température moyenne de plus 5 degrés. Et en fait, on s'aperçoit que ce n'était pas du tout ridicule comme calcul. Je passe au méthane maintenant. Donc le méthane, c'est le deuxième plus important gaz à effet de serre. Il est en plus faible concentration que le CO2 dans l'atmosphère. C'est aussi ça qui le rend paradoxalement plus puissant, parce qu'une molécule de méthane supplémentaire dans l'atmosphère va avoir un impact supplémentaire beaucoup plus important qu'une molécule de CO2 supplémentaire, 28 fois en fait très exactement, sur une durée de 100 ans. En fait, il a une durée de vie plus courte, lui. Il reste environ 9 ans dans l'atmosphère et il participe à plein d'autres choses. Autant le CO2 est très ennuyeux pour nos collègues chimistes atmosphériques qui trouvent que c'est totalement inerte et inintéressant. Le méthane, ça intéresse à peu près tout le monde parce que ça participe à la formation de l'ozone de pollution et ça joue aussi sur la vapeur d'eau stratosphérique. Et puis on en utilise aussi sous forme de gaz naturel à la maison. C'est le composant principal aussi du coup de grisou dans les mines de charbon, c'est explosif. Mais ça, c'est pas ça que je vais pas trop vous en parler de ça. Le GIEC nous fait un travail d'attribution d'abord de constat sur l'augmentation des températures à la surface du globe. Donc sur la décennie précédente, par rapport à la deuxième moitié du 19e siècle, on est à plus 1,1 degré. Et si on décompose cette augmentation de température, le CO2, lui, nous a rajouté environ 0,75 degrés, le méthane, lui, 0,5. C'est quand même assez significatif. Il y a d'autres effets dont je ne parlerai pas aujourd'hui, qui sont ou très marginalement, qui sont trop longs à décrire. Si vous avez été à la journée d'hier, Marathon des transitions, et que vous avez écouté M. Cassou, je pense que vous avez dû déjà voir un peu ces éléments. Comment on sait quel était l'environnement naturel avec ces gaz à effet de serre? On a les carottes de glace qui sont forées en Antarctique. Je reviendrai encore une troisième fois après en Antarctique. On fait des forages très profonds, des tubes de glace qu'on remonte à la surface, qu'on envoie dans différents laboratoires. Et il y a des laboratoires qui sont spécialisés dans l'analyse des petites bulles d'air qui sont coincées dans la glace. Et en remontant les différentes strates de l'accumulation du glacier à travers la carotte, on peut faire une série temporelle sur les gaz à effet de serre. Alors là, vous remarquerez que les glaciologues sont facétieux et ils partent de l'âge 0 qui est sur la gauche, donc ça se lit de droite à gauche. À droite, c'est le passé, et puis on va vers la gauche, le présent. Et là, on reporte avec des petites étoiles les valeurs actuelles pour bien montrer le fait qu'on sort des cycles naturels qui se déroulent sur les dizaines, centaines de milliers d'années précédents, les cycles glaciaires, interglaciaires. On sort largement de la variabilité naturelle. Voilà, donc après, le cycle du carbone maintenant à l'échelle actuelle, enfin à l'époque actuelle,
Comment ça fonctionne? Vous avez principalement, on émet en gros 10 gigatonnes de carbone chaque année. Dans ces 10 gigatonnes, c'est 90%, c'est les combustibles fossiles. 10%, grosso modo, c'est le changement d'usage des sols. C'est-à-dire qu'en gros, c'est la déforestation. Il y a passer d'une forêt à un sol agricole ou passer de... Il y a des effets plus ou moins positifs. Donc ça, c'est les émissions fossiles. Vous les voyez en haut à gauche. C'est principalement localisé dans l'hémisphère nord. Et on peut assez rapidement se douter que ça va être localisé en Europe, aux États-Unis, en Chine, en Inde, principalement. Les 10% restants des sources, c'est les émissions de changement d'usage des sols. Et eux, on voit, c'est largement eutropique. C'est un endroit où il y a énormément de déforestation. On remarque un petit peu de verdissement dans le changement d'usage des sols qui peut avoir un effet positif. C'est l'abandon des fermes ex-soviétiques qui a lancé qui a provoqué un reboisement naturel de grandes zones en Russie ou en ex-URSS. Après, dans ces émissions, dans ces 10 gigatonnes qui sont réparties chaque année dans l'atmosphère, il y en a la moitié qui reste, qui participe à l'accroissement, et les deux autres moitiés vont aller pour une partie dans l'océan et pour autre partie dans la végétation. Au niveau de la végétation, ici, c'est réparti de manière assez équitable partout, sauf au Sahara et au Groenland. Et côté océan, là, il y a un comportement plus, subtil, avec l'océan tropical qui est une source, alors que par contre, plus on va vers les pôles et plus on absorbe de CO2, qui est capté par les masses d'eau autour de l'Antarctique et surtout dans l'Atlantique Nord. J'ai encore deux transparents à vous proposer sur les émissions de CO2 pour bien comprendre le problème. L'augmentation des émissions humaines, donc ça ce sont des émissions qui augmentent en permanence. On observe quand même que des fois elles augmentent un peu moins qu'à d'autres périodes. Sur la dernière décennie, par exemple, c'est relativement plat. Le Covid nous a provoqué un petit accident de parcours ici, avec moins 5% d'émissions, une baisse. La baisse, c'est un phénomène rare qu'on a vu qu'au moment de la crise financière globale de 2008, avant, et puis encore avant, c'était au moment de la dissolution de l'Union soviétique. Voilà, il faut des grands événements à peu près cataclysmiques pour que les émissions humaines de CO2 baissent. En dehors de ça, on ne sait pas faire. Le problème, c'est qu'à chaque fois après ces crises, on repart à peu près comme avant. Et donc là, on a eu le rapport du GIEC, le 6e, et puis on repart quand même exactement, on compense le manque de l'année précédente. Et quand même, c'est intéressant de se demander pourquoi est-ce qu'il y a cette réduction globalement des émissions dans la décennie précédente. Et là, j'avais promis à la dame qui nous loge qu'il n'y aurait pas d'équation, mais je n'ai pas pu m'empêcher d'en mettre une quand même. Donc si elle est là, je m'excuse. En fait, pour essayer de comprendre l'évolution des flux de CO2, on les décompose de la manière suivante. On se dit qu'en fait, le flux de CO2 vers l'atmosphère, c'est égal à la population, multiplié par le PIB par habitant, multiplié par l'intensité en énergie de l'économie, combien il nous faut d'énergie pour faire un point de PIB, et l'intensité carbone de l'énergie, combien de grammes de CO2 on doit émettre pour fournir un joule d'énergie. Ce qu'on observe, c'est que sur la décennie précédente, donc on voit qu'il y a en violet, là, c'est cette décomposition qui est en série année après année, dans les 30 dernières années. On voit que la population joue un rôle relativement stable. Le PIB par habitant, lui, augmente en permanence et pousse les émissions vers la hausse. Et on a une tendance légèrement baissière qui est surtout celle de la désénergisation de l'économie. C'est-à-dire qu'on a besoin de moins en moins d'énergie pour fabriquer des points de PIB. Mais dans l'ensemble, ça donne lieu quand même, le résultat net, ça reste une augmentation des émissions. Voilà, je pense que je vais m'arrêter là. Juste une petite perspective sur les émissions, si on les répartit par grandes régions. Voilà, donc les Européens, nous, en gros, on est là, on est un peu au milieu de la course. Les Chinois ont développé dans les 20 dernières années une économie hyper intensive en CO2 qui les a fait croître, et les Américains, eux, évoluent en deuxième, maintenant, depuis 15 ans. Si on ramène ça par nombre d'habitants, en fait, les Européens se rapprochent assez rapidement de la moyenne mondiale. On n'est plus autant à blâmer. À l'instant T, évidemment, on a toujours nos émissions historiques que nous, on a fait, que d'autres n'ont pas fait. Mais on laisse loin devant nous les Américains et les Russes, les Japonais, et puis maintenant les Chinois qui viennent de nous dépasser aussi en émissions par habitant.
Voilà, je vais m'arrêter là sur le CO2, puis je vais passer un petit peu au méthane, parce que c'est un gaz qui m'intéresse plus récemment. Il a un comportement moins certain, on connaît beaucoup moins ses puits et ses sources dans le monde. Grosso modo, le méthane, sa source principale au niveau de l'humanité, c'est les combustibles fossiles. Là, c'est surtout au niveau de l'extraction du charbon, du pétrole et du gaz naturel, c'est surtout au moment de l'extraction qu'on libère du méthane. Quand on extrait du pétrole, on dépressurise le pétrole dans lequel il y a aussi beaucoup de méthane dissous, qui va se libérer, qui va s'échapper. On verra après comment on fait pour gérer ça. Ce phénomène est présent dans l'Arctique. On a aussi une source d'émissions assez importante qui est la fermentation entérique et la disposition des lisiers, les pendages. Là, je ne veux pas blâmer ces magnifiques salaires et Aubrac, mais en France, c'est une partie importante de nos émissions, l'agriculture. On a aussi dans la partie agricole, on a aussi les émissions des rizières, les rizières inondées. On n'est pas obligé d'inonder les rizières, mais quand on le fait, ça fait des émissions de méthane. On a aussi les décharges, toute la gestion des déchets participe beaucoup aux émissions de méthane. Là, c'est Mathis Lozano qui n'a pas regretté son stage de Master 2, qui a beaucoup travaillé sur une décharge dans les Deux-Sèvres, pour essayer de mieux comprendre comment ça émet du méthane malgré le fait que la décharge soit bâchée. On découvre des choses intéressantes avec nos instruments. Et maintenant, les flux naturels, principalement, c'est les zones humides. Donc c'est les marécages, c'est le bayou, c'est des choses comme ça. Et là, dans l'Arctique, dans les zones boréales, on en a énormément. On a parmi les plus grands marais du monde en taille en Sibérie occidentale, dans le bassin de l'Ob. Je vous montrerai une carte après parce qu'il y a plein de fleuves différents en Sibérie. Et aussi au sud de la baie d'Hudson, au Canada. Actuellement, l'Arctique, ce n'est pas la source dominante de méthane. En fait, si on regarde un petit peu tout ce qui est au sud de 30 degrés nord, c'est-à-dire on va dire au sud de la Méditerranée, c'est là qu'est la source principale, globalement naturelle et d'origine humaine. Là, on a beaucoup le rôle des marais tropicaux, qui sont très chauds, qui sont très, très émetteurs de méthane. Là, c'est entre 30 et 60 degrés nord, on va dire, c'est là où sont beaucoup les émissions dues à la consommation des combustibles fossiles. On est deuxième position. Et puis tout ce qui est au nord de 60 degrés nord, finalement, ça représente que 23 téragrammes de méthane chaque année, c'est pas dominant. Mais du coup, quand on écoute ces questionnements sur les émissions, sur les prétendues bombes climatiques dans les régions polaires, est-ce qu'on peut avoir une augmentation brutale de cette partie-là et augmenter d'un coup le forçage radiatif sur Terre? Du coup, je vais traiter différents sujets maintenant. Je vais commencer par les feux de forêt, qui était un des premiers sujets qui m'avait frappé pendant ma thèse. On a fait plusieurs vols qui étaient quasiment intégralement dans les panaches de feux de forêt. Bon, maintenant, on est familier avec ça en Gironde, mais à l'époque, moi, ça m'avait assez surpris, cette odeur de grillade permanente et l'accès qui est très difficile au niveau des aéroports. On a tout le temps des incendies en Sibérie, dans la taïga. Il y a des gens qui ont essayé de voir si c'était dû à la proximité des activités humaines. Finalement, non. C'est quand même plutôt des feux naturels qui sont déclenchés simplement par des éclairs. Mais ce qu'il y en a de plus en plus, en fait. On a aussi constaté qu'il y avait des incendies qui commençaient à se déclarer dans la toundra. Donc là, on est sur une végétation très basse. On est beaucoup plus au nord. On est sur les rives de l'océan Arctique. Et on note de plus en plus d'incendies aussi dans ces régions-là. À tel point que justement en 2020, après un printemps hyper chaud et sec, on s'est retrouvé avec l'incendie le plus au nord détecté pour l'instant, qui a quelques encablures de l'océan Arctique et de la présence de glace de mer. Donc ça ne les dérange pas de commencer à brûler à cet endroit-là, sachant qu'en plus, après, quand la fumée se dépose, ça suit sur la glace, que ce soit de mer ou sur la neige sur Terre, on crée un effet d'albédo, c'est-à-dire qu'on va rendre la neige plus sombre, elle va fondre plus vite, elle va amplifier le réchauffement climatique. Donc on cumule un peu les effets. On avait travaillé là-dessus avec une équipe dans le cadre de l'année polaire internationale. On avait analysé des feux de forêt au-dessus en Sibérie orientale.
on avait détecté beaucoup de panaches. On avait essayé de calculer quelles émissions de suie, quelles émissions de CO2 étaient liées à ces phénomènes. Et on en retrouve des traces par satellite. On a même d'autres collègues qui ont volé en avion de l'autre côté Alaska, et qui ont détecté la chute de la même suie sur la neige, et on a commencé à pouvoir quantifier cet effet climatique de dépôt de la suie sur la neige dans ces phénomènes assez extrêmes. Donc, qu'est-ce qui explique les feux? En fait, on les retrouve principalement, là c'est sur cette carte, ça montre donc les régions polaires. La couleur, la gradation de couleur montre l'anomalie d'humidité, donc c'est la sécheresse du sol. Plus c'est brun, plus c'est sec, et plus c'est bleu, plus c'est humide par rapport au normal de saison. Et on voit, et les petits points rouges, c'est les feux. Au plus ils sont rouges sombres, au plus il y en a de feux. On voit que ça, là, dans cette année-là, entre juin et août 2021, l'année dernière, ça se concentre dans les régions les plus sèches, les plus anormalement sèches, disons, de Sibérie orientale. Donc c'est au premier ordre, les choses qui influent sur les feux de forêt, c'est ce qu'on appelle un peu on appelle la météo du feu. C'est-à-dire, est-ce que le sol est sec, est-ce que l'air est chaud, est-ce qu'il y a du vent? C'est un petit peu à la différence en fait de chez nous, où les causes principales du feu, c'est les ignitions par l'homme. La densité des démarrages de feu dépendent de la densité de population. On a d'autres effets que la météo des feux en Sibérie. On a par exemple une augmentation des éclairs. En fait, comme dans les régions non gérées par l'homme, c'est les éclairs qui se déclenchent. C'est les éclairs qui déclenchent les feux. On constate en Alaska une augmentation des éclairs qui déclenchent une augmentation des feux à leur tour. À travers tout l'Arctique, on a aussi des changements subtils d'écosystèmes. On a des endroits où on passe de conifères à des arbres à feuilles caduques. On a des endroits où on passe de la forêt à la steppe ou à la toundra, à des forêts à la steppe ou la toundra qui passe à la forêt. On change comme ça le combustible, et on augmente aussi les émissions de feux de forêt. Si on regarde les émissions justement de carbone de ces feux, qu'on essaye de quantifier on peut le faire avec un avion pour un feu, mais après, quand on veut passer à grande échelle, il faut le satellite. Donc là, on regarde l'Arctique européen et russe, et à gauche, c'est l'Amérique du Nord. Donc voilà la tendance sur les 15-20 dernières années. Il n'y a pas une tendance flagrante côté américain. Par contre, côté russe, surtout, on retrouve une augmentation assez forte dans les 4-5 dernières années des feux, qui semble assez importante. Et surtout avec de plus en plus d'émissions qui se commencent en juin, alors que normalement le mois de juin est un moment où il n'y a pas tellement de feux qui se déclenchent. James Randerson, un Américain, a fait il y a déjà 15 ans une étude sur l'impact climatique d'un feu de forêt donné. C'est-à-dire que quand la forêt brûle, il se passe des choses. On émet des gaz à effet de serre, on émet cette suie qui se dépose un peu plus loin, mais on brûle une végétation, on brûle des arbres un peu anciens, mais à la place, il y a des arbres nouveaux qui vont se remettre et qui vont aussi pomper le CO2 qui avait été émis par la suite. Les arbres anciens qui ont brûlé avant, ils étaient d'un vert relativement sombre, et on va passer à un vert un peu plus clair, on va changer l'albédo. Est-ce que tous ces effets s'annulent les uns avec les autres? Et donc, en faisant une expérience, il a brûlé un coin de chez lui en Alaska, et il a trouvé que on pouvait, il n'a pas attendu 150 ans, lui il a fait son expérience sur 10 ans, et ensuite il a essayé d'extrapoler par modèle ce qui se passe. Et donc il apparaît que si on se met à l'échelle d'une centaine d'années, on peut se rassurer, la végétation revient, le carbone est réabsorbé par la forêt, et tout va bien. Par contre, on a quand même un problème dans l'intervalle des 100 ans, c'est-à-dire qu'on a quand même émis du CO2 et du méthane dans l'atmosphère, on a quand même émis du carbone suie, et on a brûlé des arbres. Donc l'augmentation en elle-même reste un problème. Je vais vous parler un petit peu de permafrost maintenant. Ça, c'est un sujet sur lequel on entend beaucoup de choses, parce que c'est peut-être le plus graphique. Je ne sais pas si vous avez vu ces vidéos, je ne vais pas vous les remontrer, où on voit des gens qui sautent sur une poche, on dirait un château gonflable. C'est des poches d'herbe qui deviennent qui deviennent assez élastiques, et qui contiennent des poches de gaz, de méthane. Donc on a effectivement dans l'environnement permafrost, on a énormément de matière organique, qui est le premier élément de la recette pour faire du méthane. Il nous faut de la matière organique, il nous faut qui apporte le carbone, qui va être consommé par l'autre ingrédient, qui sont les bactéries qui génèrent du méthane. Un petit peu comme on fait du pain
Les petites bulles dans le pain, c'est du CO2. Donc le levain nous fait du CO2. Mais là, les bactéries qui consomment la matière organique, en l'absence d'oxygène, donc quand on a un environnement privé d'oxygène, vont pouvoir faire, c'est celles qui font du méthane qui vont être privilégiées. Là, on commence, je vous montre une petite photo de la Kolyma. Ça, c'est la rivière, c'est le fleuve sibérien qui est le plus à l'est. C'est célèbre pour ses goulags. Et c'est 53 mètres de matière organique. Donc ça, c'est la rivière qui érode les flancs du terrain et qui fait s'écrouler successivement en fait, des pans de végétation et qui met à jour comme ça donc toute la matière organique. Et on voit ici, c'est des coins de glace en fait. Le sol, c'est un mélange de gros éléments de glace, donc d'eau du sol qui est devenue gelée, et de matière organique. Donc toute la dégradation de cette matière organique qui se retrouve mobilisée et disponible dans l'environnement pour faire des émissions de CO2 ou de méthane peut légitimement inquiéter. Je vous mets la carte quand même, parce que comme je parle de plein de fleuves sibériens, donc là c'est la Kolyma, c'est tout à droite. Je vous parlerai de la Lena tout à l'heure, qui est ce superbe fleuve là qui est là, un petit peu au centre. Et puis l'Ob, c'est là qu'on a tous les marécages en Sibérie occidentale. Voilà. Pareil, il faudra bien retenir la carte, je ne la remontrerai pas. Il y a un personnage très haut en couleur qui s'appelle Sergei Zimov, qui travaille à Tchersky, donc à l'embouchure de la Kolyma, qui étudie beaucoup cet environnement de permafrost en cours de dégradation. Un des éléments saillants de ça, c'est que en fait, c'est un sol qui s'est accumulé très lentement, et dedans, il y a énormément d'os de mammouth et de tout plein de choses en fait. Il y a un commerce illégal d'ivoire qui se développe parce que toute cette érosion met à jour de beaucoup d'ivoire. Et lui, il les collectionne, on peut dire, pour les sauver des pilleurs d'ivoire. Mais il a une très belle collection. Il voulait commencer un Pleistocène Park, je crois, chez lui. Et ça n'a pas vu le jour pour des raisons de difficulté d'accès. Un autre problème du permafrost, j'ai un peu parlé tout à l'heure des infrastructures. C'est que toutes les infrastructures dans le Grand Nord, ce qui repose sur le permafrost, sont basées sur un sol qui est gelé. Donc on est en permanence dans le permafrost. On a différents types de permafrost. On a celui qui est continu, c'est-à-dire que le sol entier est gelé. Et on a celui qui est plus saisonnier, où c'est juste le sol, le haut du sol va être gelé sur une profondeur assez appréciable, mais ça ne va pas être jusqu'au socle rocheux. On a dans toutes ces régions, sur le permafrost, on a aussi ce qu'on appelle la couche active, c'est-à-dire qu'il y a 50 cm, 1 mètre, 2 mètres qui va dégeler en été, qui va regeler en hiver. Donc les Russes notamment savent bien construire là-dessus. Ils font des étais qui vont au pied de la couche active pour construire leur bâtiment. Mais quand même là, on dépasse l'augmentation de la profondeur de la couche active et la dégradation générale des permafrost, fait qu'on a des catastrophes. Donc ça, c'était la première marée noire fluviale en Russie, pareil en 2020 avec la chaleur qu'on a eue. Et donc là, c'est un stock de diesel qui s'est retrouvé balancé dans la rivière parce que les cuves se sont effondrées dans la rivière. Voilà. On n'en a pas beaucoup parlé dans les médias parce que ça ne touchait pas les côtes bretonnes, mais ils savent faire aussi des trucs très très bien dans ce style là-bas, avec des effets catastrophiques, parce que c'est des environnements assez difficiles d'accès pour aller résoudre, pour aller extraire le diesel, c'est pas simple. Donc on a deux types de dégradation du permafrost. On a cette dégradation un petit peu continue, où on a une profondeur chaque fois accrue de la couche active qui fond chaque année. Et puis on a aussi la version catastrophique avec des effondrements qui sont, on appelle ça rétrocessif, c'est-à-dire que l'effondrement va augmenter, va aller de plus en plus en profondeur, notamment par exemple autour des cours d'eau, en amont des cours d'eau. Là, c'est le cratère de Batagaïka en Sibérie orientale. Ce n'est pas une photo de moi, là, c'était paru dans la revue Nature il y a 3 ans. Et petit à petit, ce cratère augmente de taille et le sol s'effondre au fur et à mesure que la matière organique est remobilisée, relessivée, repart dans les cours d'eau. Et c'est assez catastrophique parce qu'on mobilise le carbone en grande quantité. Donc on a énormément d'effets différents autour de ces phénomènes. Un dont je n'ai pas encore parlé, qui est très intéressant, c'est la formation des lacs thermokarstiques. Voilà, donc les lacs thermokarstiques, en fait, c'est des lacs qui sont dus. Le trou se forme en fait sous l'effet des changements de température. Donc on a un sol gelé.
Et si pour une raison ou pour une autre, on a un endroit qui peut rentrer un petit peu en dépression, ça va s'accentuer sous le cycle des gels et des dégels, et on va former des lacs qui ont des jolies formes comme ça. Donc ils ont pu se créer dans l'Holocène avec le retrait des calottes glaciaires. Ils ont pu aussi se créer très récemment. Là, on voit des lacs thermokarstiques récents dans le fond de l'image, qui a été prise par mes collègues Antoine Séjourné et Frédéric Bouchard de Géops à Saclay. Ce genre de lac, en fait, s'est créé simplement quand des agriculteurs, il y a 50 ans, ont voulu faire une petite clairière pour planter une maison, faire un peu d'élevage. En fait, au fil des années, le terrain s'enfonce parce qu'on est sur ces cycles de couches actives au fur et à mesure commencent à s'enfoncer une fois que les arbres ne sont plus là pour retenir le sol. Et au bout de 15 ans, on a formé un lac. Et donc, c'est plus du tout utilisable. Et donc, en fonction de l'âge de ces lacs, donc les recherches de cette équipe, ça consiste à essayer de voir si les flux vers l'atmosphère sont différents. Alors ça, c'est une petite photo de ce que ça donne quand le lac commence à s'englacer. On voit plusieurs jours-nuits successifs où les bulles arrivent à la surface, sont coincées par la glace, ça regèle en dessous, la bulle du jour suivant arrive, etc. On fait ce genre de on a ce genre de petites scènes très, très jolies. Et là, on peut casser et puis allumer le briquet avec, et ça fait des flammes. Comment est-ce que les lacs thermokarstiques émettent pas mal de méthane? À la fois parce qu'on a de la tourbe qui constitue le fond du lac. C'est des endroits qui fonctionnent comme des tourbières à la base, avant que la dépression n'arrive. Et qui plus est, c'est une tourbière qui est sur un sol et qui est extrêmement riche en matière organique, qu'on appelle la Yedoma en Sibérie, et qui contient donc énormément de carbone. Donc, comme on est en plus dans un lac, on est exactement dans l'environnement idéal pour être relativement privé d'oxygène. Et donc on a des chapelets de bulles assez intenses qui remontent. Et c'est ça qu'on observait pris dans la glace. C'est vraiment très, très, très graphique. Donc ça c'est une des manières pour le permafrost d'émettre du méthane au fur et à mesure du réchauffement climatique, donc de la dégradation du permafrost. Ça va être à travers ce processus de formation de lacs thermokarstiques. Parce que par ailleurs, quand le permafrost se retrouve quand on est sur un terrain relativement haut, où on peut évacuer l'eau, on n'aura pas cette formation de polygones et de lacs thermokarstiques. On peut en fait simplement, une fois que le permafrost est dégradé et dégelé, on va dire, on peut avoir la création d'une forêt, et là on va fonctionner alors comme une forêt. On n'aura plus les problèmes liés au permafrost, entre guillemets. On peut avoir les feux de forêt, par contre. Ou bien, on peut aussi se transformer en zone humide. Donc les zones humides, c'est ce qu'il y en a actuellement. Donc le marais, je vous avais parlé de la Sibérie occidentale. On en a aussi plus proche de nous en Finlande, donc pour aller étudier un peu le fonctionnement, c'est plus rigolo, c'est plus simple. Donc là, c'est une installation pour mesurer justement les flux de méthane du marais. Là, vous voyez, les gens restent soigneusement sur le petit cheminement en bois, parce que si on s'éloigne, en fait, là, on a 3 mètres de bouillasse, un peu équivalent au marais de chez nous. Il faut faire un petit peu attention. Donc on a plusieurs marais qu'on a étudiés. Il y a aussi celui de Abisko en Suède, qui est instrumenté par les Suédois, sur lesquels il y a eu des efforts internationaux pour comprendre les différents effets. C'est gouverné principalement d'une part par l'hydrologie, c'est-à-dire est-ce qu'on est bien inondé. Ça change chaque année, ça change en fonction des saisons, des mois. Donc l'étendue de zones inondées joue sur les émissions de méthane. Et puis après, ça va être la température. Au plus on est inondé, au plus on est chaud, au plus on a d'émissions de méthane. Dans l'ensemble, les émissions de méthane par les zones humides, c'est peut-être la cause d'émissions arctiques qui sera la plus à surveiller, je pense, dans le futur, avec le changement environnemental autour des zones humides, ou la conversion du permafrost en zone humide. Voilà, c'est pour vous montrer un petit peu les émissions. Donc là, on a fait sur une année particulière pour le marais de Vassiugan avec quelqu'un qui était avant mon étudiant Antoine Berchet, qui est maintenant un collègue. On a fait des simulations numériques pour essayer de reproduire les données d'observation qu'on avait, les données de mesure sur place. Et donc, on reproduit le cycle saisonnier du marais. On retrouve un petit peu le maximum d'émissions théoriques en juillet, qui correspond bien à l'augmentation des précipitations et donc de la zone d'inondation. Voilà. Donc, ça veut dire qu'on a une relativement bonne compréhension des phénomènes. On a du mal à anticiper quelles vont être les conditions futures de ces zones humides. Et puis pour aller plus loin, pour s'amuser, on peut même faire des photos du méthane. Là, je vous montre ça, c'est un peu un gadget, mais c'est très rigolo. Il y a des caméras qu'on appelle des caméras hyperspectrales, qui ont été développées par l'industrie gazière pour aller observer les fuites sur les installations. Et il y a
il y a une entreprise qui a poussé leur caméra un petit peu plus à fond et qui a été reprise par une équipe scientifique en Suède qui a commencé à faire des images de lacs boréaux, justement, donc dans le nord de la Suède. Et donc en fait, la caméra, elle mesure la quantité de molécules de méthane entre nous et une cible qui lui renvoie son image. Donc au plus le paysage est loin, au plus on voit de molécules de méthane. C'est pour ça que vous avez un très beau dégradé en haut. Mais une fois qu'on corrige pour l'effet de la distance et qu'on retire la moyenne, on voit les petites émanations de méthane du lac. Ça, c'est très joli. On était très, très épatés par ce qu'ils ont réussi à faire. Mais on ne sait pas encore bien mesurer les émissions avec ça. Un des trucs qui a le plus... je change maintenant de sujet, je veux passer au méthane marin. En fait, c'est les hydrates de méthane. On en a beaucoup parlé, et surtout dans la communauté scientifique, il y a des Russes en 2010 qui ont sorti une publication dans une revue prestigieuse en disant qu'on avait complètement raté d'un facteur 10 ou 100 les émissions de méthane par la libération des hydrates de méthane sous-marins au large de la Sibérie, notamment au niveau de l'embouchure de la Lena. Donc ils ont trouvé énormément de points d'ébullition, donc il y a des présences partout de chapelets de bulles qu'on détecte très bien au sonar à poisson ici. C'est des techniques qu'on perfectionne un petit peu après, mais au sonar à poisson, ça marche très bien. Donc il y a plusieurs campagnes des Russes pour confirmer ça. Donc ils ont publié plusieurs papiers dans des revues prestigieuses, et puis il y a eu un écho médiatique assez important, et ça a mis un petit peu en émoi la communauté scientifique. Pour vous montrer un peu ce dont il retourne, en fait on en a aussi nous. Alors, voilà des bulles, je vous montre des bulles. Donc là, c'est un petit peu la même chose, c'est le même phénomène, c'est simplement dans le sédiment, on a du méthane qui se forme. Soit il se forme à l'intérieur du sédiment, là encore par l'effet des bactéries méthanogenèse, soit il se forme, en fait il est plus profond, il est géologique. Là en l'occurrence il se forme dans les sédiments. On est au large de l'aéroport de Nice, et c'est des échantillons, après on va voir ce qu'on a dans ce gaz avec les analyses. C'était pour mettre au point quelques techniques. Ensuite, on a été chercher les hydrates de méthane dans un endroit qui est là aussi plus accessible que l'Arctique, mais on en a aussi énormément, c'est la mer Noire, qui est un des plus grands bassins anoxiques au monde. Et donc ça, c'était la campagne Gaz 2 il y a 2 ans. Et donc je vais vous montrer un petit peu le résultat d'une plongée du Nautile. Une fois donc il a fallu 10 jours pour que plus personne n'ait le Covid sur le bateau, pour que les plongeurs du Nautile puissent enfin accéder à leur machine. Ensuite, on est parti. Là, on est en train de suivre le Nautile à la trace, parce qu'il n'y a pas de lien vidéo. En fait, la communication se font par ondes sonores. C'est comme les dauphins. Donc on entend très mal. D'ailleurs, on entend les dauphins dans la radio, c'est super. Donc on suit le Nautile. Il nous ramène des bouts de cailloux qu'il a ramené du fond, juste sur des descriptions orales. Et là, voilà un gros caillou de carbonate, je pense, qui a été remonté du fond. Et voilà, c'est Vincent, c'est le chef de mission. Et puis une fois qu'on ouvre, à l'intérieur, on a de la glace. Donc là, quand je dis la glace, c'est le point de vue c'est un peu une manière sérieuse de le dire. En fait, normalement, c'est un hydrate de méthane. On a remonté un hydrate de méthane du fond. Mais le temps qu'on le remonte du fond, en fait, le méthane est très probablement parti. Et on n'est pas vraiment sûr d'avoir du méthane là-dedans. Mais voilà comment ça fonctionne. On a au fond de l'eau, on a une sorte de glaçon. Et dans la structure du glaçon, il y a des molécules de méthane qui sont coincées. Donc si ce glaçon fond, si les conditions de pression et de température autour du glaçon changent, on va libérer ce méthane. Et ça, c'est le phénomène qui est à la base de cette inquiétante découverte de la dégradation des hydrates de méthane. Il faut savoir quand même qu'il y a énormément de production de méthane dans les sédiments. C'est des chiffres énormes. Mais 90% de ce méthane, il est consommé dans les sédiments. À l'intérieur des sédiments, on a des bactéries qui mangent le méthane, qui luttent contre celles qui le produisent. Et donc, il y en a très peu, il y en a une petite quantité qui sort. Normalement, ce qui sort, en plus, après, ça doit être, encore une fois, là, c'est attrapé par des bactéries mangeuses de méthane dans la colonne d'eau. Et donc, on s'attend à ce qu'il y ait une quantité très faible qui passe. Mais cette quantité très faible, on la connaît très mal. C'est entre 6 et 12 téragrammes qui doit passer à l'atmosphère, à comparer avec un stock stocké dans les réservoirs de clatrate de 10 millions de téragrammes. Donc, on parle de petites quantités. Mais là encore, si ça augmente dans le futur, est-ce qu'on a un risque? Est-ce qu'on a quelque chose à s'inquiéter? Avec un étudiant, avec Louis Netz, on a compilé les inventaires disponibles. En fait, il n'y en a pas beaucoup, en fait, il y en a 3. Alors, il y en a un qui avait été fait par Lambert et Schmitt, qui sont des collègues du LSCE, mais il y a
il y a 30 ans, qui trouve des émissions pas très importantes. Il y a une nouvelle compilation par Weber il y a 3 ans, qui a étudié, qui s'est focalisé un petit peu sur les ébullitions, c'est-à-dire les endroits où on détecte des chapelets de bulles. Essayons de penser qu'il y a plus d'émissions dans ces endroits-là. Donc on voit émerger l'Arctique, les endroits de Sibérie orientale, là. Et on voit aussi notre mer Noire préférée, qui est un assez costaud émetteur. Et à droite, c'est Giuseppe Etiope et ses équipes qui se sont focalisés uniquement sur ce qui était, ce qui était rapporté par la littérature scientifique comme étant des émissions géologiques. Et là, ils trouvent beaucoup moins de sources, un petit peu en mer Noire du Nord. Ils font un reporting aussi sur la partie sibérienne. Et dans l'ensemble, en fait, moi, ce qui ressort de tout ça, c'est que finalement, on manque énormément d'informations pour confirmer ou infirmer, enfin, on ne sait pas très bien l'importance de ces émissions. Donc, on a commencé une première approche avec Antoine Berchet. On a comparé, au lieu d'aller faire un tour en bateau autour, on a utilisé les stations de mesure du réseau international de suivi des gaz à effet de serre qui se trouvent autour de l'Arctique. Et on a regardé si les déclarations qu'ont fait les collègues russes, c'est la bande là qui est en, je ne sais pas comment décrire cette couleur, bordeaux on va dire. Donc là c'est leur cycle annuel d'émissions prédit par nos collègues russes. Est-ce qu'on peut les retrouver est-ce que c'est justifié par ce qu'on va retrouver dans les mesures indépendantes? En fait, nous on trouve à peu près 10 fois moins, entre 10 et 7 fois moins. On est d'accord à peu près qu'il y a un maximum en juillet, là pourquoi pas, il y a de la place pour ça. Mais ce que la bande veut dire, en fait, c'est que nos mesures sont compatibles avec une émission qui serait de 0. Elles sont aussi compatibles avec une émission qui serait ça. Donc c'est l'enveloppe maximale de ce que vous voyez en vert. Donc il y a une petite chamaillerie scientifique. Bon, au final, dans l'inventaire, je reviens en arrière. Dans l'inventaire d'Éthiopie, là, il a repris nos valeurs à nous pour la Sibérie orientale. Parce que c'était un petit peu, c'est clairement surestimé quand même ce qu'ils trouvent ici. Mais ça ne veut pas dire que c'est pas légitime de s'intéresser à la question. On a essayé aussi de faire des mesures plus localisées en avion. Et donc on a eu des vols en Sibérie orientale autour de toute la pointe au détroit de Bering, en faisant des mesures, en faisant un vol comme ça qui monte et qui descend. Et quand on passe en rase-motte au-dessus de l'océan, on mesure bien des augmentations assez substantielles du méthane, mais qui sont principalement liées à des émissions en fait, des zones humides. Et maintenant, on est en train de travailler sur le fait de décrocher les émissions des zones humides de celles qu'on observe de l'océan. Mais on est assez limité par le fait que l'avion ne vole pas assez près de l'eau, donc on est en train de développer une technique aussi qui peut aller sur un bateau où on mesure à l'avant. On a des dispositifs pour mesurer le méthane. On attend de réussir à placer ce dispositif sur une campagne qui irait dans l'Arctique maintenant. Voilà, c'est assez amusant à installer sur le bateau. Et puis je remercie Stéphane Lesba là, qui est avec moi, qui a fait des photos drone, c'est super sympa. En tout cas, ça pète plus que si c'est moi qui fais les photos au port. Il y a aussi des gens qui ont étudié la question sous l'angle de la simulation climatique, c'est-à-dire essayons de nous projeter dans un monde plus chaud. Est-ce qu'il y aura une dégradation? Quel est le stock disponible? Qu'est-ce qui pourrait se dégrader? Qu'est-ce qui ne pourrait pas se dégrader? Et essayons de vérifier les différentes hypothèses. Donc en gros, les hydrates de méthane, là vous voyez, c'est des diagrammes de phase. Quand on est en dessous d'une certaine profondeur d'eau et en dessous d'une certaine température, l'hydrate est stable. Et quand on dépasse cette température et cette pression, les hydrates ne sont plus stables, ils fondent, en gros, ils libèrent leur gaz, qui peut passer vers l'eau et puis, in fine, vers l'atmosphère. Donc là, c'est une étude, il y en a 2 ou 3 qui existent, je vous en montre une, où ils ont essayé premièrement d'identifier le stock. Alors, j'ai peut-être oublié de vous montrer une carte. Voilà, une des études qui avait été faite, là c'est des collègues norvégiens, qui avaient étudié tous les endroits, c'est les points noirs, où on peut avoir des effets de dégradation des hydrates sous-marins. Donc c'est tous les points noirs. Et ensuite, ils ont reporté sur la même carte tous les endroits où on avait détecté réellement des bulles dans la colonne d'eau. En fait, c'est jamais au même endroit. Là, ils étaient assez dépités à l'époque, ils ont un peu amélioré depuis le modèle. Vous voyez là, c'est l'Alena, c'est l'endroit qu'on avait regardé tout à l'heure. On a quelques endroits au sud et à l'ouest du Svalbard aussi, de l'archipel norvégien du Svalbard. Mais grosso modo, ça ne colle pas trop avec les observations. Donc on a encore des problèmes sur le fait de comprendre bien où sont ces stocks. Mais grosso modo,
Si on fait des hypothèses assez dramatiques, en disant dégradons tout ce qu'on peut dégrader, et voyons tout ce qui sortira de la stabilité en phase d'hydrate et qui passera en gaz. Donc il y a plusieurs endroits qui sont concernés. On va avoir par exemple certains endroits en Amérique du Nord. Il n'y en a pas que dans l'Arctique, des hydrates. Dans l'Arctique, c'est là que ça se réchauffe le plus vite, mais il y en a ailleurs. En 100 ans, on peut libérer à peu près 500 mégatonnes de méthane. Ce qui fait en fait par an 4 mégatonnes de méthane. Donc je vous laisse faire le calcul. Dans les ordres de grandeur, c'est 1% ou 2% des émissions actuelles de méthane. Et ça suppose encore que tout le méthane qu'on libère dans l'eau va passer dans l'atmosphère, ce qui n'est pas le cas. On a encore un filtre énorme qui est la méthanotrophie, donc la consommation du méthane dans l'eau de mer. Là, j'avoue que c'était pour me faire plaisir. Je voulais montrer cette photo sur le grand écran parce que c'est assez impressionnant. Je voudrais passer à un sujet un peu différent maintenant. C'est après avoir balayé ces trois phénomènes, on va dire, naturels avec une influence de l'homme, je voudrais m'intéresser à directement l'influence de l'homme lui-même. En Sibérie, il y a une frénésie de plusieurs décennies d'exploitation des ressources naturelles. Ça, c'est ce que j'ai vu de plus impressionnant. C'est une mine de cobalt ou de nickel, je crois, à Myrny, en Sibérie centrale. Vous voyez les bâtiments de 6 ou 8 étages ici. C'est monstrueux, c'est une mine absolument monstrueuse, à ciel ouvert. En fait, elle est interdite de survol parce que ça crée une dépression au niveau de cet endroit-là. Les avions de tourisme peuvent être suffisamment perturbés pour s'écraser. Mais là, ce qui m'intéresse, moi, c'est pas la mine, c'est pas bien pour l'environnement sur place, mais ça ne crée pas de gaz à effet de serre vraiment en tant que tel. Moi, ce qui va m'intéresser là, c'est l'extraction du pétrole et du gaz, qui est quelque chose d'assez présent en Sibérie. Il y a des gens qui se sont amusés à faire des mosaïques composites, des photos de la Terre vues la nuit. Donc c'est quand les satellites passent du côté opposé au Soleil, ils font des photos, et on détecte les points lumineux. Et puis ils les ont catégorisés par type de source. Vous voyez en blanc, c'est les lumières de la ville en gros. Donc on en voit beaucoup aux moyennes latitudes de l'hémisphère nord, en Asie du Sud-Est. En rouge, c'est les feux de forêt, donc qui brûlent encore la nuit, qui émettent suffisamment d'énergie pour être détectés par satellite. En bleu, c'est un truc plus curieux, c'est la pêche aux poulpes, qui se fait avec des lanternes. En fait, donc c'est des bateaux de pêche qui ont des lanternes, qui sont détectables aussi. Et puis après, on a le quatrième phénomène, qu'on voit surtout là, en Sibérie occidentale, dans le nord de la Sibérie occidentale. Un petit peu aussi, mais c'est moins facile à voir dans le golfe arabique et puis au Nigeria. Mais là, c'est énorme. C'est le torchage. C'est le fait de brûler le gaz qui sort de terre quand on essaye d'extraire le pétrole. Donc c'est un gaz qui quand on fait l'extraction du pétrole, c'est un gaz qui ne sert pas économiquement et donc qui est simplement brûlé. C'est légèrement mieux que simplement de le relâcher aussi, mais souvent il y en a qui est relâché aussi en même temps. Donc on constate, on n'a pas encore vraiment un comportement vertueux ici de réutilisation du méthane associé. Il est simplement brûlé. Et en fait, moi, je vais essayer de partager ça avec vous, c'est que pour moi, le truc le plus inquiétant dans l'Arctique au niveau des émissions de gaz à effet de serre, ce n'est pas des phénomènes naturels sensibles au climat, c'est surtout cette exploitation humaine. Il y a eu les travaux là, la carte d'ici vient de Yvette Vaguet, qui est une collègue géographe de l'université de Rouen, qui va beaucoup dans la région et qui a fait une cartographie de l'histoire des villes en Sibérie occidentale et de leur date de développement et de leur raison d'être. Et donc en fait, on voit que ça a commencé dans le sud, avant les années 60, et petit à petit, on est monté dans le nord de cette région, vers la péninsule de Yamal et la célèbre ville de Norilsk. On est monté et on a eu un développement énorme des activités de pétrole, premièrement, et ensuite, après les années 80, se sont développés encore plus au nord des aspects d'extraction de gaz naturel. Donc avec le développement d'infrastructures énormes pour transporter le gaz vers les consommateurs. Là, je vous montre la carte la composite vue de la nuit. Vous voyez, par exemple, on arrive à distinguer la différence entre les villes, qui sont des points bien ciblés, bien nets, et par contre, les endroits qui sont comme ça, qui ont des halos relativement flous,
C'est parce qu'en fait, la chaleur dégagée par le torchage du gaz sature les capteurs qui sont sur les satellites. Et donc, on peut assez facilement trier comme ça qu'est-ce qui vient du torchage et qu'est-ce qui vient des lumières urbaines. Vous voyez ici un exemple, c'est un petit feu de torchage qui est localisé dans cette région de Cantis-Mansis. Donc on a essayé là aussi avec nos mesures en avion d'aller quantifier ces émissions. Là, c'était les travaux de mon étudiante Aurélie Riandet qui a donc exploité les mesures de survol de la région avec des mesures de méthane dans l'avion. Et là, à nouveau, à chaque fois, quand on passe en RASMOT dans les régions émettrices, on essaye de reproduire avec un modèle numérique en connectant différentes sources, différentes estimations des sources. On fait ce qu'on appelle en quelque sorte de l'inversion statistique. On peut revenir aux émissions. Et ça nous a permis de montrer que pour cette région, on avait des émissions qui étaient équivalentes à 5,6 mégatonnes par an. Donc à comparer, c'est à peu près l'équivalent de tout ce qu'on aurait en hydrate de méthane, comme j'ai montré tout à l'heure, dans le scénario le pire de dégradation des hydrates de méthane. Donc on a des ordres de grandeur comparables, avec des scénarios qui ne sont pas très rassurants, parce que les projets sont extraordinairement ambitieux. Entre l'offshore et le à terre, on a des projets, d'ailleurs des projets déjà réalisés, des projets en cours de développement. On prévoit 26 milliards de mètres cubes de gaz supplémentaires dans la péninsule de Yamal, 300 mégatonnes de pétrole qui devraient entrer en service assez rapidement. Ça génère des installations comme ça qui sont... vous voyez, c'est conçu pour fonctionner sur le permafrost. Tout est sur pilotis, et les pilotis vont assez profondément. Voilà, il faut quand même voir qu'un quart des émissions de méthane qui sont liées à l'extraction des hydrocarbures ont lieu en Arctique. C'est quelque chose d'assez extraordinaire. Et les émissions de tous les pays qui sont membres du Conseil de l'Arctique ont augmenté de manière permanente depuis les 20 dernières années. Il y a des gens qui ne sont pas forcément contents, à part les climatologues aussi. Il y a plusieurs populations de nomades éleveurs de rennes qui vivent depuis les Samis en Finlande jusqu'aux Nénets en Sibérie. Il y a beaucoup de populations qui vivent de la transhumance des rennes, et de la vente après des rennes évidemment, et qui se retrouvent sur leur chemin de transhumance confrontés à la présence des gazoducs, qui sont des obstacles infranchissables pour eux, ou alors au projet d'installation de sites. Et les relations sont assez souvent très tendues et désagréables entre ces gens-là. Donc il y a une de mes collègues qui s'appelle Alexandra Lavrillier qui étudie la perception de ces éleveurs de rennes et les problèmes auxquels ils sont confrontés, qui sont des problèmes auxquels on n'a pas forcément conscience. Voilà. Et en dessous, vous voyez les projets de Gazprom qui sont affichés sur leur site web et qui tracent quand même un réseau assez intense de gazoducs. En pointillé, c'est les projets en cours. Et là, c'est les régions les plus surexploitées, on va dire, comme la péninsule de Yamal, qui avait anciennement une population d'éleveurs de rennes nomades, mais qui maintenant ont dû déguerpir un petit peu. Voilà, je pense que j'ai fini sur la partie dont je voulais vous parler sur le méthane, et puis je vais passer à quelques photos maintenant, on va dire, plus rafraîchissantes, avec les installations de l'Institut polaire français, l'Institut Paul-Émile Victor. Donc là, c'est les 6 bases principales qui sont opérées par l'IPEV. Et autant avant, je vous ai parlé de recherche sur une thématique particulière, sur ce problème des gaz à effet de serre, des pôles, autant là, c'est des infrastructures qui sont ouvertes à tous les chercheurs qui ont des idées de propositions à faire sur quelles recherches on peut faire en environnement arctique, antarctique ou subantarctique. Et donc ça peut aller depuis la recherche, voir le temps de réaction d'un ingénieur en situation glaciale. Ça peut être baguer les animaux pour les pingouins, étudier le comportement des oiseaux, des manchots, pardon, à chaque fois je me trompe aussi. Et ça peut aller jusqu'au forage de glace, les carottes de glace que j'ai montrées tout à l'heure, l'étude des gaz à effet de serre, de la chimie atmosphérique, etc. et l'astronomie, surtout présente à Concordia. Voilà, pour aller dans les terres subantarctiques, dans les terres australes françaises, les gens prennent souvent le Marion Dufresne. Ça secoue un petit peu, tout le monde en garde des bons souvenirs à chaque fois, il paraît. Moi, j'y suis jamais allé. C'est les 40e rugissants, ça secoue. Après, il y a les installations pas subantarctiques, mais antarctiques. Là, pour le coup, la Terre Adélie
Donc le hasard un petit peu des explorations au XVIIIe siècle font qu'on n'a pas hérité de quelque chose qui est au sud de la France pile, mais plutôt au sud de la Tasmanie, en Australie. Ce qui fait qu'on est obligé de développer des collaborations assez fortes et qui se passent très bien avec les Australiens pour pouvoir accéder à notre petit morceau, notre petite tranche de cake d'Antarctique. Et donc là, on a Dumont-d'Urville qui est sur la côte. Alors vous voyez, c'est sur une île, ce qui est assez compliqué parce que du coup, à chaque fois qu'on va accéder au continent, il faut tout transborder par hélicoptère. Mais le problème principal, c'est qu'on ne peut pas vraiment être sur le continent parce que le continent, c'est principalement du glacier qui n'arrête pas d'être poussé vers la mer. C'est très difficile de faire des installations permanentes. En Antarctique, il y a peu de points rocheux fixes sur lesquels on peut s'installer. Après, j'ai félicité ma collègue Amael qui a réussi à apparaître dans Youpi. C'est quand même super au niveau vulgarisation, j'étais très content pour l'IPEV. Donc voilà, il y a des super exploratrices qui vont dire bonjour aux manchots et puis après qui vont faire des carottes de glace qui nous permettent de comprendre les climats du passé. C'était assez chouette quand on a reçu ça à la maison. J'ai pu expliquer un petit peu à mes enfants ce que je faisais comme travail, même si moi j'ai pas fait ça, mais au moins c'est le travail d'Amael. On a aussi des traverses qui, en fait, le matériel est amené sur le plateau à Concordia. Je vais vous montrer après ce que c'est que Concordia un petit peu plus. Mais tout le matériel doit être amené par tracteur. Donc on a des convois de tracteurs comme ça qui mettent 11 jours pour monter sur le plateau. Ils ont 1150 km et c'est l'acheminement de tout le matériel. Sachant qu'il y a encore un petit point de blocage qu'on a du mal à gérer, c'est le retour des déchets. Évidemment, c'est pas facile. Et les chercheurs ont évidemment eu l'idée d'équiper ce genre de voyage en tracteur avec des instruments. Donc il y a aussi plein de ces bourrées d'instrumentation qui analysent la montée sur le plateau antarctique. Et puis après, on a Concordia, qui est un peu le joyau de la couronne, on pourrait dire un petit peu. Là, on est sur une pile de 3000 mètres de glace, dans lesquelles donc, les glaciologues ont été forés les plus anciennes glaces possibles au monde, qui nous donne le point de vue le plus ancien possible sur le climat de la Terre. On n'a rien du tout, on n'a pas de faune, pas de flore, on a des pays des nuits assez jolis, il paraît. C'est une collaboration franco-italienne parce que ça coûte assez cher de faire tourner ce genre de choses. Et aussi, les Italiens ont une base à peu près similaire à la nôtre, à même distance. Donc on peut s'aider mutuellement. Et puis les Italiens ont les avions aussi. Nous, on a les tracteurs. Les Italiens ont les avions. Concordia, c'est presque une petite ville, étalée sur 400 mètres, avec une zone d'astronomie qui est un petit peu plus isolée pour se protéger des perturbations. On a un camp d'été qui est plutôt le camp des glaciologues qui viennent en été pour faire leur forage. Et là, on a les deux tours, donc avec une tour de vie et une tour de travail, qui permettent aux gens de faire différentes expériences, de faire tourner leur manip. Et puis je finis avec un petit cadeau spécial sur l'astronomie, avec les bâtiments astronomiques. Donc le Dôme ITM qui est une manip italienne, et puis ASTEP qui est une manip française, qui fait des mesures plutôt liées à la détection d'exoplanètes. Et puis une belle aurore boréale pour terminer. Et puis, je vais m'arrêter là. Je ne vous pourrai peut-être pas noter le lien, mais si vous tapez dans Google, sur le sujet que j'ai évoqué avant, le méthane dans l'Arctique, j'ai écrit un article dans theconversation.com qui se trouve assez facilement. Puis là, je vous laisse un petit paysage. On est dans la capsule du navigateur de l'Antonov 30 que j'ai utilisé pendant ma thèse, en train de survoler les paysages glacés en Sibérie. J'espère que je vous ai convaincu un peu de ce côté. Il y a des drames qui se déroulent dans l'Arctique. L'Arctique se réchauffe plus vite que le reste de la planète. Il y a des influences très fortes sur les écosystèmes, mais on a beaucoup de questions scientifiques ouvertes encore, beaucoup d'inquiétudes, mais il n'y a pas de bombe climatique littéralement qu'on aurait identifiée et qui serait là. Voilà, merci beaucoup.